Merci d'être aussi nombreux pour notre rentrée du 308. C'est le premier événement de cette rentrée d'automne, bien qu'on soit encore avec un bel été qui nous accompagne. On avait ouvert les fenêtres parce que sinon, effectivement, on suffoque un petit peu dans cette salle quand on est aussi nombreux que ça. Donc, merci d'avoir retrouvé aussi vite le chemin de, j'allais dire de l'école, c'est pas du tout ça, de la Maison de l'Architecture et du 308. On accueille ce soir Dominique Gozin-Muller qui attrape des petits coussins. Pour ceux qui veulent venir devant, oui, c'est de la petite organisation de dernière minute. Donc, il y a finalement encore des places devant, c'est vautré sur les coussins rouges. Donc, vous choisissez. Donc, je le disais, on accueille avec beaucoup de plaisir ce soir Dominique Gozin-Muller pour un événement, tout s'affiche, donc je ne peux pas me tromper si je le lis en même temps que vous, pour Architecture en Terre d'aujourd'hui. Et donc, évidemment, vous avez commencé à découvrir et à voir l'exposition qui accompagne la conférence de ce soir, qui est une très belle exposition, qui est initiée donc, aujourd'hui et qui durera jusqu'au 28 octobre. Donc, vous aurez le temps de venir, d'y revenir. Il y a beaucoup de choses à voir et je pense que ça mérite qu'on prenne son temps à consommer, entre guillemets, cette exposition-là. Il y a aussi une jolie publication qui est derrière moi, là, que vous pourrez vous procurer. Le cycle matière, je l'ai tout juste donc évoqué. C'est un cycle qui dure depuis plusieurs semaines au 308, qui a été initié dans un premier temps et qui est entièrement animé par nos deux administrateurs, Paul Roland, qui est là ce soir, et Vincent Arnay, qui est peut-être sur le point d'arriver ou déjà là, mais je ne l'ai pas vu. Je les remercie parce que je sais qu'ils se sont beaucoup engagés dans ce gigantesque travail qui consiste à monter des expositions, à accueillir des expositions, à animer des ateliers pédagogiques, à inviter des conférenciers comme ce soir. Ils sont bénévoles et volontaires, comme nous tous à la Maison de l'Architecture, et donc c'est un gros travail. Je les en remercie. Je voudrais aussi remercier, donc je l'ai cité bien sûr, Dominique Gozin-Muller, qui est juste là derrière moi, Romain Anger, qui est juste au premier rang, qui interviendra aussi tout à l'heure, Damaco. Les remercier tous les deux donc d'être là ce soir, bien sûr, mais aussi pour la qualité de ce qu'ils vont nous dire, de ce qu'ils ont fait, l'exposition dont Dominique est commissaire et Damaco producteur. Alors, je ne sais pas si c'est le mot le plus adapté, mais on m'a dit producteur. On évite promoteur au 308, je ne sais pas pourquoi, donc on dit plutôt producteur. C'est le neuvième événement qui se rattache au cycle matière. Là, vous pouvez commencer à prendre des notes parce que ça va se corser un peu. C'est le 9e événement, il en reste encore 5. Donc, vous allez encore revenir pour le cycle matière, mais ce sera toujours aussi bien. Je voudrais remercier évidemment nos partenaires, en particulier, il est parmi nous ce soir. Ça nous fait plaisir de l'accueillir, de l'applaudir à tout rompre. Bernard Blanc, directeur général d'Aquitanis. Aquitanis, bailleur social qui nous accompagne sur beaucoup de nos événements et qui est un partenaire des architectes, un maître d'ouvrage bien sûr, mais un partenaire important. Donc je le remercie d'avoir soutenu ce cycle matière et puis d'être là, bien sûr. Je voudrais remercier aussi l'ADEME, qui nous aide, elle aussi, régulièrement. Je suis désolé, je remercie beaucoup de gens. Je ne suis pas désolé de remercier les gens, mais vraiment, je les remercie parce que sans eux, il ne se ferait rien. Alors, s'il y a quelqu'un qui râle parce que je remercie, tant pis, mais je vous assure que si j'arrête de remercier les gens, on n'a plus personne qui nous aide et après, je vous mets tous dehors parce qu'il ne se passe plus rien ici. Donc, je vais quand même continuer à remercier, mais il ne m'en reste plus beaucoup. L'ADEME et le Centre de formation des architectes. C'est un peu les architectes qui se remercient eux-mêmes, mais ce n'est pas tout à fait nous qui nous ont accompagnés et qui font des formations là-dessus. Donc, pour finir, je vais donc donner mon micro à Dominique qui va rejoindre ce petit pupitre. Mais il me reste 2 trucs à vous dire, ce n'est pas des remerciements. C'est que la prochaine fois ici, ça sera le 21 septembre. Et le 21 septembre, on accueillera la ville de Bordeaux avec Agora en mouvement pour une 3e ou 4e conversation autour d'Agora. Et puis enfin, le 10 novembre, il y aura, je pense, un bel événement, un gros événement accompagné à la fois d'une exposition et d'une remise des prix, puisque nous avons enfin monté ce palmarès aquitain d'architecture qui s'appelle le Prada, pour palmarès régional d'architecture d'Aquitaine. Voilà, le Prada, c'est facile à se rappeler. Et on aura une belle expo donc, de tous les projets qui ont été inscrits, ils sont plus de 200. Et ce soir-là, ce 10 novembre-là, seront révélés les lauréats. On ne les connaît pas du tout encore. Ils seront désignés par un jury le jour même, le 10.
Voilà, donc c'est tout, j'ai fini. Je prends un peu mon temps parce qu'on m'a dit que j'étais long, donc je traîne un peu délibérément désormais. Et plus sérieusement, je passe mon micro à Dominique. J'ai essayé de ne pas marcher sur tes chaussures qui sont juste là. Voilà. Merci, c'est à toi. Pour 1 heure environ, mais tu as le temps que tu veux. Je le dis tout le temps, on a les clés, on part quand on veut. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation très amicale. Il a raison, j'ai laissé mes pumps, comme on dit en Allemagne, devant parce que c'est un peu fatigant. J'aime bien quand on est confortable. Donc, ceux qui sont debout, là, rapprochez-vous parce que moi, je vais parler 1 heure et c'est un peu long quand même. Donc, même si c'est sûrement passionnant, l'architecture en terre, pas moi, mais l'architecture en terre, je pense que quand on est assis confortablement, on en profite mieux. Donc, je suis là pour vous parler de l'architecture en terre d'aujourd'hui. L'exposition est accueillie ici pour la 3e fois. Nous avons déjà présenté l'exposition à Grenoble. Grenoble, c'est la ville de Cratère, Cratère étant le grand centre international des architectures en terre. Et vous voyez, donc là, c'était aussi suspendu, mais on a eu la chance à Grenoble de pouvoir faire des petits murs. On a eu des petits murs en pisé, des petits murs en BTC, des petits murs en adobe. Mais là, vous avez sans doute remarqué qu'on a quand même quelques adobes. Donc, vous pouvez toucher. Moi, j'aime bien les expositions où on peut toucher. Peut-être même qu'il y a une trentaine d'adobes là. Donc, à mon avis, je ne sais pas si on a le droit, mais ils pourraient peut-être faire des petits murs. On va leur laisser faire des petits murs. Alors, pourquoi la terre crue ? La terre crue, c'est un matériau ancestral et en fait, 3 techniques, les 3 premières techniques de construction au monde qui ont émergé vers la fin du 10e millénaire quand les premiers hommes sont devenus sédentaires entre le Tigre et l'Euphrate, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, ont utilisé 3 techniques. Donc, le torchis, la bauge et les briques de terre crue. Alors, le torchis, imaginez, vous êtes... jusqu'à présent, vous avez vécu de chasse et de cueillette, et puis tout d'un coup, vous voulez vous poser dans un endroit qui est un petit peu paradisiaque entre 2 fleuves, et puis vous vous dites, bon, je vais construire ma maison, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites ce qu'on fait avec ces gamins, on prend des branches, on en fait une espèce de petit tipi, et puis dessus, on met un mélange d'argile, de terre et de fibres, qui peuvent être des fibres végétales, voire des cheveux d'animaux plutôt quand même. Et voilà, donc ça c'est la première technique. Et cette technique-là, on l'utilise encore aujourd'hui, le torchis. Dans quelle région en France on a utilisé traditionnellement le torchis ? Plus fort. Oui, dans la région landaise, oui, effectivement, à Marquès, il y a plusieurs très jolis bâtiments en torchis, enfin pans de bois et torchis, ou d'autres ? Dans l'Est, oui, dans le Nord-Est, je dirais en Alsace, par exemple. À Bourges aussi, beaucoup, en Bourgogne. À Paris, les plus vieilles maisons de Paris sont aussi des maisons à colombage. Donc, voilà, ça, c'est le torchis. Ensuite, la bauge, ça, c'est un peu plus compliqué. La bauge, on la trouve en France. La France est un des rares pays d'Europe, peut-être même du monde, où on a toutes les techniques. La bauge, on en trouve en Bretagne et en Normandie. Il y a encore pas mal de granges et de fermes en bauge dans l'ouest de la France. Ça s'appelle Cobb en Angleterre et on le retrouve aussi au sud de l'Angleterre, cette technique. Et puis les briques de terre crue, les premières briques en fait qu'ils ont retrouvées, donc datant de ces premiers habitats des hommes sédentaires, on voit encore la trace des doigts sur la brique, puisque donc ils ont fait des espèces de pains de terre, si vous voulez, et puis ils les ont empilés pour construire. Et de nombreux sites réalisés en terre sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, et un petit peu dans tous les coins du monde. Est-ce que vous savez donc comment on appelle ce Shibam au Yémen, qui est une des grandes villes du Yémen. On appelle ça la Manhattan du désert. Et il y a des bâtiments de 5 à 7 étages construits en adobe, qui datent de plusieurs siècles, qui
reçoivent un enduit régulièrement, qui sont bien sûr entretenus pour être toujours dans cet état. Mais quand on dit qu'avec la terre, on ne peut pas vraiment construire des bâtiments en hauteur, vous voyez, 5 à 7 étages, ça tord le cou à pas mal d'idées reçues. La terre de votre jardin, elle contient, alors pas forcément tout ça, mais elle peut contenir à la fois des argiles qui sont vraiment toutes petites, c'est ce qu'on appelle des grains plats, puisque ça fait comme des petites plaques qui glissent un peu les unes sur les autres, des siltes ou limons, des sables, des graviers et des cailloux. Et quand vous avez tout ça, tout le spectre, c'est ce que vous avez au milieu, on appelle ça de la terre à piser, parce que pour faire du pisé, on a besoin d'avoir tout ça, les éléments un petit peu gros, donc les cailloux étant là pour s'occuper des descentes de charge. Les forces passent un petit peu... pour dire ça d'une manière simplifiée, passe un peu d'un caillou à l'autre. Et si vous êtes intéressé par une réponse beaucoup plus scientifique de ce que je vous explique là, allez voir après ou une autre fois les vidéos d'Amaco qui sont à l'étage à côté des bureaux du 308. Il y a toute une série de vidéos qui vous prouvent ça d'une manière très scientifique. Et c'est tout l'apport à la fois de Cratère et du projet Amaco dont Romain vous parlera tout à l'heure, c'est d'avoir prouvé scientifiquement tout ce qu'on savait un peu empiriquement sur la Terre. Alors, à chaque fois, vous voyez là, dans le petit cercle à droite, quels sont les éléments dont on a besoin, par exemple, pour l'adobe. Donc là, on a besoin de sable, de silt ou limon, d'argile, et puis de fibres. Donc on prend de la terre, on la malaxe. Une chose importante aussi qui diffère selon les techniques, c'est la quantité d'eau. Donc là, vous voyez 15 à 30% d'eau. On malaxe et puis on met ensuite dans des moules qui peuvent être en bois ou même maintenant métallique. Au début, c'était brique par brique. Maintenant, on a plusieurs briques ensemble. Et puis, on démoule. Et puis après, on laisse sécher sur de vastes surfaces. Et puis, on les tourne pour qu'elles sèchent aussi sur les deux côtés. On les stocke, vous voyez. Et puis après, on les maçonne avec une mixture qui est exactement la même que pour le reste, sauf les fibres. Donc voilà, ça c'est adobe, la chose la plus simple. La bauge, je vous ai dit que la bauge, on en avait en Normandie et en Bretagne, et traditionnellement en France. Vous imaginez, vous faites un socle qui peut être en pierre, en béton ou en brique, et puis dessus, vous jetez des espèces de boules d'un mélange de terre et de fibres, qui peuvent être, selon les endroits, de la paille de riz, de la paille de blé ou d'autres pailles. Vous les jetez sur le socle et puis vous faites des éléments qui font à peu près 60 cm de haut. Vous le laissez sécher quelques semaines, vous la planissez et puis après, vous mettez la deuxième couche. On verra tout à l'heure un projet d'école au nord du Bangladesh avec cette technique. Le torchis, donc vous connaissez tous les colombages traditionnels. Donc ça, c'est une évolution de torchis ou de terre allégée qui a été créée au départ par des Chiliens. Et là, ils font une structure métallique, un petit peu comme un grillage métallique, et puis ils projettent dessus un mélange de terre, de sable et de fibres. Et puis le pisé, qui est une technique un peu plus récente, qui a été inventée à peu près 10 siècles avant Jésus-Christ. Pourquoi ? Tout simplement parce que la technologie était un peu plus compliquée, puisqu'il fallait avoir des banches. C'est un petit peu le même principe que notre béton, si vous voulez. Au départ, on avait des pisoirs manuels, d'abord en bois, après en métal. Après, maintenant, on a des fouloirs pneumatiques. Et puis, là, c'est vraiment un principe de couche de terre compactée. Donc, on a les banches, on met une couche de terre d'à peu près 20 cm, on la compacte jusqu'à peu près 10 cm, et puis après, on met la couche suivante. Et puis, les BTC, ça a été inventé dans les années 1950. Les Chiliens disent que c'est eux, les Colombiens disent que c'est eux aussi. Donc, si j'écris Chilien, les Colombiens sont fâchés. Si j'écris Colombien, les Chiliens sont fâchés. C'est toujours un petit peu difficile. Mais voilà, le principe, on a de la terre, en général sans fibre. Souvent, on met du ciment ou de la chaux.
puis il y a du sable. Et vous voyez, il faut faire très attention quand on sort le bloc de la machine, parce que les angles sont assez fragiles. Et Dario, dont vous verrez un projet tout à l'heure parmi les finalistes, quand il vient nous apprendre au Festival Grain d'Isère à faire des briques, parce que lui, il en fait des milliers chaque jour, il nous dit qu'il faut le sortir de la machine comme un bébé, bien précautionneusement. Donc là, c'est pareil, on peut le stocker et après, on construit. Et ce que vous voyez, c'est aussi un bâtiment lauréat, non seulement finaliste, mais aussi lauréat. C'est un marché à Koudougou, au Burkina Faso. Et puis, il y a aussi les enduits. Et là, donc, pour les enduits, vous voyez, on n'a que des choses vraiment les plus fines possibles. Et on met plusieurs couches. Et plus on arrive vers l'extérieur, vers la couche extérieure, la couche finale, plus le mélange est fin. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse de plus en plus à la terre crue ? C'est parce qu'on pense qu'elle pourrait couvrir une partie des besoins en logement à la fois économique et confortable. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui aujourd'hui encore habitent dans des maisons, dans de l'habitat en terre, selon les différentes techniques qu'on vient de voir jusqu'à présent? À peu près, il y en a même qui parlent de 40%. Essentiellement, bien sûr, en Chine, en Inde, en Afrique et en Amérique du Sud. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très, très, très important. Regardez bien cette image que j'aime beaucoup. C'est une photo que j'ai prise dans la maison de Martin Rauch, dont je vais montrer l'extérieur tout de suite. Martin Rauch est le grand spécialiste international du pisé, qui a été lauréat qui a eu un prix spécial du jury pour l'innovation technologique. Voilà, ça c'est sa maison. Donc ce que vous voyez, ce que je viens de vous montrer avant, c'était l'intérieur de l'escalier de cette maison. C'est une maison qui est faite avec de la terre sans adjonction ni de chaux ni de ciment. Et lui, il fait ce qu'il appelle l'érosion calculée, et il l'a fait sur sa propre maison, qui est vraiment un bâtiment manifeste. Il l'a fait uniquement avec des lits de briques qu'il a fait cuire lui-même à assez basse température et qui en fait freinent l'eau quand elle coule le long de la surface. Pourquoi est-ce qu'on a fait le Terra Award, premier prix mondial des architectures contemporaines en terre crue, avec la chaire UNESCO des architectures de terre? C'est tout simplement parce qu'on voulait prouver la modernité de ce matériau que certains pensaient complètement désuet. Et on a donc lancé ce prix, et les bâtiments que vous voyez dans l'exposition sont les 40 finalistes de ce prix. Il y a eu un premier jury qui s'est réuni en janvier de cette année pour choisir donc ces 40 finalistes, en essayant d'avoir à la fois toutes les techniques, toutes les parties du monde et aussi tous les types de programmes. Et puis, il y a eu un deuxième jury, un jury final, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui a choisi 9 lauréats. Donc, les projets que je vais vous montrer maintenant sont vraiment de tous les types de programmes. Et ce qui nous a beaucoup étonné quand j'ai proposé à mes amis de Cratère de créer un prix. Alors, on avait déjà fait un prix national en 2013, mais quand je leur ai proposé de faire un prix international, je pense que certains pensaient qu'on aurait peut-être 80 projets, parce que ces projets-là, quand vous les voyez dans l'expo, ça vous paraît évident, mais il a fallu les trouver. Et non seulement il a fallu trouver les projets en regardant des sites internet, des livres, des magazines, mais après il a fallu trouver qui était l'architecte, le contacter, le décider à faire acte de candidature, et ça en 4 langues, pour certains en allemand, pour certains en anglais, pour d'autres en espagnol et pour d'autres en français. Donc ça a été vraiment un très gros arsenal. Et puis vous savez que la Terre n'a pas de lobby, donc on a fait tout ça avec une magnifique équipe de bénévoles, d'anciens étudiants des écoles de Nancy ou de Strasbourg, et puis des gens du réseau de Cratère. Donc vraiment, j'en parle parce que je leur suis tout à fait reconnaissante. Sans eux, on n'aurait jamais pu faire ça. Et en fait, on a eu 350 candidatures. Alors c'était à la fois une immense chance, mais un énorme boulot, parce qu'il a fallu gérer tout ça. Et on a eu une autre chance, qui est que Wang Shu, que vous connaissez peut-être, qui a eu le Pritzker Prize, donc le Nobel de l'architecture,
en 2012, a très gentiment accepté d'être président d'honneur de notre prix, et il est venu au mois de juillet à notre jury. Ça, c'est son bâtiment, qui est sans doute un des plus grands bâtiments en terre au monde. C'est la maison d'hôte du campus de l'École des Beaux-Arts, dont il est directeur. Voilà ce très, très, très beau bâtiment en pisé. Alors, on va aller ensemble un petit peu comme une promenade dans l'exposition, d'un projet à l'autre par type de programme, en commençant par l'habitat. Et vous avez peut-être déjà vu dans l'exposition, et vous le verrez aussi ici, ces dessins, ces magnifiques dessins. Ils ont été faits par Pauline Sémon, qui est à la fois architecte, graphiste, et surtout qui a travaillé elle-même à certains des bâtiments qui ont été lauréats, donc elle connaissait vraiment très bien les techniques. Vous vous rappelez peut-être tout à l'heure, quand je vous ai parlé du torchis et de la terre allégée, je vous ai dit qu'il y avait une déclinaison au Chili du torchis sur un support métallique. Voilà, cette maison, c'est une maison pour des gastronomes, donc c'est pour ça que la cuisine est immense. Il y a une partie salle à manger aussi, et puis des petites chambres à l'étage. Et la particularité de ce bâtiment, c'est que ce système a déjà résisté à un séisme d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter. Donc, ça peut être une solution pour la construction en réponse aux tremblements de terre qui sévissent de plus en plus en Amérique du Sud, mais aussi chez nous. Ça, c'est un projet un peu spécial parce que les puristes vous diraient qu'on ne construit pas avec de l'adobe sur champ, ce qui est vrai. Là, c'était plus pour un aspect esthétique. C'est une maison et une galerie d'art pour la famille du plus grand peintre d'Équateur. Et là, vous voyez, donc il y a un socle en béton, et puis aussi oui, le mur est terminé aussi par du béton. Que vous construisiez en bois ou que vous construisiez en terre, le principe est toujours le même. Il faut des bonnes bottes et un bon chapeau, parce que la terre, comme le bois, craignent beaucoup les remontées capillaires. Donc, si vous voulez construire en terre, faites bien attention à protéger la terre des remontées. Donc ça, c'est une maison aux États-Unis. C'est une maison qui est faite non pas vraiment en terre, mais avec des scories, selon une technique qui a été développée depuis une vingtaine d'années par un artisan. Et c'est un collectif d'architectes, d'artisans et d'artistes qui a fait cette petite maison. Ils en ont fait une autre, toujours dans le désert de l'Arizona. C'était pour un riche Mexicain qui voulait un petit peu quelque part dans la campagne avoir cette maison. Il voulait être dehors tout en étant dedans, et c'est la réponse qu'ils ont apportée avec ce qu'ils appellent un zogan. Donc une petite maison, mais où les murs épais en terre font sens par rapport aussi à l'inertie thermique. Alors ça, retour au torchis et à la terre allégée, et retour aussi en Europe. Ça se trouve à Darmstadt. C'est une maison qui a été faite par un des grands spécialistes de la terre allégée en Europe, qui a écrit plusieurs livres. Et c'est des livres extrêmement pratiques. Si vous avez envie de construire selon cette technique, vraiment, n'hésitez pas. L'architecte et auteur du livre s'appelle Franz Hollart, et il vous explique vraiment étape par étape comment faire votre maison en terre allégée. Là, vous voyez qu'ils ont fait un support avec un latis de bois, et puis autour des éléments du latis, ils ont mis un mélange de terre et de paille. Et puis pour apporter de l'inertie au bâtiment, ils ont mis dans les cloisons intérieures des briques en terre crue, qui sont en fait les briques faites par des fabricants de briques de terre cuite, mais avant qu'elles passent dans le four. Et Patrice De Watt, qui est un des fondateurs de Cratère, m'a dit que d'après lui, ça pouvait être vraiment une des manières de donner un essor à la construction en terre crue, c'est de l'utiliser dans des cloisons non porteuses avec ce type-là, c'est-à-dire d'utiliser des briques faites pour être cuites, mais avant qu'elles soient cuites.
Une maison à l'autre bout du monde, dans la Cardrona Valley, en Nouvelle-Zélande. C'est dans ce qu'ils appellent les Alpes, puisqu'ils ont aussi leurs Alpes. Donc, on est assez haut. C'est un endroit où il y a de la neige. Et ils ont fait une maison en pisé. Là, c'est un pisé qui est stabilisé avec de la chaux ou du ciment, parce que en Nouvelle-Zélande ou en Australie, c'est assez courant. Et là, vous voyez que le choix architectural, c'est d'avoir des murs quasiment pleins en pisé avec juste une imposte vitrée. Et puis, ça c'est nord et sud. Et puis, la transversale est-ouest, elle est complètement vitrée. Donc ça, c'était des exemples d'habitat individuel. Alors, il n'y a pas encore les lauréats, je vous les garde pour la fin, pour vous inciter à rester jusqu'au bout. Je suis un petit peu coquine. Et donc là, on est dans l'habitat collectif. Donc, on avait assez peu d'exemples d'habitat collectif, mais celui-là est très important. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Dario Angulo. C'est lui qui a construit ça. Il est entrepreneur. Il a fait ses études à Cratère, puisque Cratère propose depuis déjà une quinzaine d'années, je pense, un master pour apprendre la construction en bois. Et donc là, vous voyez la machine qui permet de faire des blocs de terre comprimés. Et vous voyez ces maisons. Ils en ont quand même. Donc, dans cet ensemble-là, quand ce sera terminé, il y en aura à peu près 200. Mais il y en a déjà autour de la capitale de la Colombie. Vous avez à peu près, enfin, je crois que c'est 2000 maisons de standing. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en Colombie aujourd'hui, on fait des maisons de standing en terre. Alors après l'habitat individuel et collectif, on passe à l'équipement public. Et on commence par ce centre de formation pour électriciens que vous connaissez peut-être, ou peut-être que vous connaissez le bâtiment précédent de cette jeune architecte allemande qui s'appelle Anna Heringer et qui a gagné le prix de l'Agacan pour son premier projet. C'était son projet de diplôme, donc ça va peut-être vous faire rêver puisque je me réjouis qu'il y ait autant d'étudiants. Et donc, elle a fait une école qu'elle appelle école handmade, école faite main, avec de la bauge. Vous savez, c'est la technique là, avec les boules de terre paille. Et donc là, vous voyez encore un socle qui est en briques de terre cuite avec un enduit au ciment. Et puis au-dessus, il y a eu une couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches de bauge. Et puis là, vous voyez les femmes de Rudrapur, donc ce village au nord du Bangladesh, qui sont en train d'enlever les petits bouts de paille qui dépassent avant de faire un enduit plus fin. Et la structure de l'étage est en bambou. Et là, on est au Bangladesh, donc la paille, c'est de la paille de riz. Une école primaire à Maozi, c'est sur les plateaux de Leuce en Chine. Ça fait partie des régions les plus pauvres de Chine. Et les architectes, le professeur Edward Ng et Moon Jun, ont essayé, parce que normalement, en Chine, les écoles, c'est souvent des écoles en béton. Et vous imaginez que... vu les températures qui peuvent être extrêmes là-bas, aussi bien, je crois que c'est de moins 30 à plus 30, des murs en béton non isolés, vous imaginez que c'est pas excellent pour le climat intérieur. Donc là, ils ont essayé de retrouver des techniques anciennes avec des murs très très épais en pisé, et puis ils y ont fait participer des gens du village. Et climatiquement, c'est vraiment quelque chose de très réussi. Et le directeur de l'école dit maintenant, au lieu de dépenser de l'argent en chauffage, on peut le dépenser pour acheter des livres, ce qui est bien sûr nettement plus intelligent et plus porteur pour les enfants. Alors, on passe à un climat tout à fait différent, qui est un climat tropical, puisqu'on construit vraiment en terre sous tous les climats. C'est un centre pour le bien-être des femmes au Burkina Faso. Donc là, c'est du BTC. Donc la terre, la ressource de base, c'est de la latérite, cette terre très très rouge qui est en fait, c'est une terre qui vient de l'érosion de la roche-mère. C'est bien ça, Romain?
Voilà, c'est le... Voilà, donc la moitié de la population mondiale vit sur ce type de latérite. Et alors, Patrice Dehatt m'a bien recommandé de dire que ça avait été des essais, mais que Cratère, ils avaient vérifié que ce n'était pas un truc à suivre. Donc, vous oubliez ça, mais là, ce bâtiment a été construit ainsi. Donc, il vaut mieux avoir des briques plus régulières. Et donc, vous voyez que les architectes, parce que donc là, on est sur un climat tropical, ça veut dire que la plupart du temps, il fait sec, très chaud, très sec. En plus, c'est des endroits où le soleil il monte très vite, quasiment au zénith, en une demi-heure à peu près. Après, il reste au zénith et tout d'un coup, en fin de soirée, vers 5-6 heures, il tombe, mais ça cogne. Donc, il faut là vraiment un très grand parapluie. Il faut aussi pouvoir avoir de la ventilation. Mais quand il pleut, il pleut vraiment. Enfin, ça peut être un mètre en 24 heures, quoi. Donc, ça veut dire que ça devient de la boue, et c'est pour ça qu'ils ont mis le bâtiment sur des pilotis. Retour en Espagne, j'espère que vous avez bien attaché vos ceintures, parce que je vous fais un peu voyager, avec cette piscine municipale qui se trouve à Toro, en Espagne, et on est dans un endroit où traditionnellement il y avait des constructions en pisé, en particulier les châteaux, les citadelles, donc des bâtiments assez imposants, et tout près du centre historique de Toro, un groupe de 4 architectes a décidé donc de faire cette piscine avec des murs. Une partie des murs est en pisé, l'autre partie en béton. On voit la différence ici entre le pisé et le béton. Marier l'eau et la terre, il fallait vraiment oser. Alors, mais ils ont travaillé là sur des adjuvants, et puis ils ont mis aussi une espèce de finition contre les algues. Je vous avais tout à l'heure parlé de l'Australie, en vous disant qu'en Australie, en général, quand on construit en pisé, on construit de plus en plus souvent en pisé là-bas, on rajoute de la chaux ou du ciment. Là, si le bâtiment est un peu gris, c'est entre autres parce qu'on a utilisé des coquillages. On est au bord de la mer. Et quelqu'un me posait la question de savoir si on armait quelquefois le pisé. Dans ce cas-là, comme c'est un bâtiment qui a 5 étages, il y a des éléments qui sont armés, et c'est isolé pour entre les deux coups, entre deux parois, parce qu'ils doivent répondre à la réglementation thermique. Vous verrez sur un projet français, il y a eu aussi cette double coque. Je vous ai parlé de Martin Rauch, ça c'est un des projets qu'il a fait, c'est un centre de visite de la station ornithologique à Sampar en Suisse. Donc c'est un bâtiment qui est en pisé et en bois. Vous voyez, c'est des éléments préfabriqués. C'est le deuxième bâtiment que Martin a fait en Suisse en utilisant la chaîne de fabrication qu'il avait créée et qui fait 50 mètres de long. Donc les éléments, il faut à peu près 45 cm d'épaisseur, 1,30 m de haut et 3,60 m de longueur. C'est du pisé, bien sûr, non stabilisé. Certains éléments sont porteurs, d'autres sont non porteurs. Voilà le projet français avec une double coque dont je vous parlais. On est là dans un centre d'interprétation du patrimoine archéologique, dans ce qu'on appelle l'Alsace Bossu, donc dans une région où traditionnellement on fait du torchis. Et ce que vous voyez ici à droite, c'est un ancien bâtiment qui a été prolongé en pisé, avec ici un mur trombe en pisé. Voilà, donc ça c'est la partie ancienne, ça c'est le mur double. Les façades doubles. Vous avez donc ici c'est à peu près 30, là je crois que c'est 60 cm et là 30 cm qui ont été en pisé fait sur place. Vous voyez que là ils ont utilisé le rétrécissement de l'épaisseur pour pouvoir poser les poutres du plancher. Ensuite ici vous avez une vingtaine de centimètres de liège, et puis une deuxième paroi, là vous voyez le liège ici, et une deuxième paroi qui, elle, a été préfabriquée. Donc l'enveloppe côté intérieur, visible côté intérieur, sur place, et puis la deuxième enveloppe visible côté extérieur
préfabriqués. Alors l'architecte qui s'appelle Louis Picon m'a dit c'était mon premier projet en pisé. Le bureau de contrôle m'a convaincu qu'il fallait mettre un peu de chaux ou de ciment. Vous voyez donc pour la partie porteuse intérieure, c'est 2% de chaux, 2% de ciment. Pour la partie extérieure, c'est 6% de ciment, c'est non porteur. Et il m'a dit, le prochain projet, si j'en refais un, ça sera sans ciment ni chaux, parce que maintenant, je sais que ça peut tenir sans ciment ni chaux. On fait ces expériences au fur et à mesure, et c'est comme ça. Et c'est aussi en communiquant les expériences positives et négatives qu'on peut avancer ensemble. Quand j'ai découvert ce projet-là, j'étais vraiment ravie parce que je le trouvais magnifique. Et surtout, c'est un projet, vous allez voir par la suite, vous en avez déjà vu certains, on voit souvent la terre comme matériau dans les pays en voie de développement, comme l'école d'Anna Ehringer au Bangladesh. Mais là, on est dans l'université Stanford, on est dans l'enceinte de l'université Stanford et ils ont fait leur centre de méditation pour ceux qu'on considère comme les gens les plus intelligents de cette université qui fait partie des 5 universités d'élite au monde. Eh bien, leur centre de méditation pour qu'ils se ressourcent, il est en terre. Donc, quelque part, ça fait aussi plaisir pour le matériau. Ça montre la qualité de ce matériau. C'est un musée qui accueille les peintures d'un peintre californien qui a longtemps enseigné à Stanford. Et l'entrepreneur qui s'appelle David Easton a été un des pionniers de la construction en terre, en particulier en pisé, aux États-Unis. Attachez encore vos ceintures. Là, on va au Vietnam avec cette maison communautaire qui se trouve dans une ville dont le centre historique est patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une ville qui se trouve au bord de la mer. Et entre la partie balnéaire et le centre historique, il y avait un quartier qui était un peu déshérité. Et un jeune collectif d'architectes a proposé d'y faire cette maison communautaire. Donc, il y a à la fois un restaurant et un jardin en permaculture. Il y a une salle d'exposition. Il y a une salle de conférence. Voilà, c'est une manière d'apporter un peu de vie, de faire venir aussi les touristes jusqu'ici. C'est un bâtiment qui, lui, est en adobe. Alors, je vous ai parlé plusieurs fois de cette fameuse usine de préfabrication du pisé, cette chaîne de préfabrication du pisé de 50 mètres. Là, vous la voyez. En fait, pourquoi est-ce qu'on fait une chaîne de préfabrication du pisé ? Il y a une raison qui est générale, c'est-à-dire qu'on veut essayer de réduire les coûts parce qu'aujourd'hui, construire en pisé, ça coûte encore à peu près 600 € le mètre carré. Donc, c'est assez cher, même si, bien sûr, il faut comparer ce qui est comparable puisque le pisé, on n'a pas besoin de faire de finition. Enfin, donc, les chiffres sont à prendre avec une certaine réserve, mais là, la vraie raison, c'était, vu la taille du bâtiment, qui est vraiment immense, il y avait 3000 mètres carrés de façade, à Bâle, donc en Suisse, vu le climat, puisqu'on ne peut pas construire en terre quand il gèle, donc on ne pouvait construire qu'à peu près de mars-avril à septembre-octobre, et donc il fallait préfabriquer les éléments. Donc ce sont des éléments, vous les voyez, qui font à peu près, je vous l'ai dit, 1,30 m de haut, 50 cm d'épaisseur et 3,60 m de large. Donc le bâtiment lui-même fait presque 5000 mètres carrés et les façades, c'est 3000 mètres carrés. Et là, vous voyez donc ces éléments. Et là, on vient de décoffrer un des coffrages de la chaîne de préfabrication. Un autre projet français, celui-là, toujours avec du pisé. Notez bien ici le socle. Je vous ai dit les bonnes bottes, c'est un socle en béton teinté. Et puis le bon chapeau, et puis là, ils ont une couvertine assez importante. C'est le Conservatoire européen des échantillons de sol.
L'INRA à Orléans avait commencé par collectionner des échantillons de sol en France. Elle a étendu ça à l'Europe et donc ils ont des dizaines de milliers de petits échantillons de sol et ils ont eu la très intelligente idée de se dire, eh bien, pour le conserver, on va faire un coffre-fort en terre, en pisé. Alors, les deux grandes entreprises, enfin, elles ne sont pas très grandes, mais les deux entreprises les plus pointues sur la Terre qui ont été formées à Cratère que nous avons en France, qui sont Heliopsys et Caracol, se sont mises ensemble pour développer non pas une chaîne de préfabrication, mais des éléments comme celui-là qui permettent d'aller plus vite dans la construction. Un petit pavillon, là c'est un bâtiment fait par des étudiants au Chili, dans une zone assez défavorisée. C'est une zone où il y avait eu un tremblement de terre et ils cherchaient un petit peu à retrouver un essor économique et donc ils ont proposé ce pavillon de production viticole artisanale pour attirer aussi un petit peu les touristes. Et là, c'est en terre allégée à nouveau. Restaurant et bar au Mexique, c'est sur la côte ouest. Ouest du Mexique. Vous voyez peut-être cette petite langue de terre qui descend très bas parallèlement à la côte du continent mexicain. Et c'est tout à fait à la pointe. Et il y a deux Canadiens de Vancouver qui sont arrivés là un jour. Ils ont trouvé ça magnifique et ils se sont dit, bon, ben, on va y créer un bar à cocktail et un restaurant, mais on va construire avec la terre qu'il y a sur place. Et ils ont fait un jardin et voilà ce que ça donne. Donc leur jardin en permaculture, leur verger de manguiers et leur bâtiment avec des claustras pour la ventilation, pour favoriser la ventilation naturelle des locaux. Un autre bâtiment d'envergure, celui-là au Maroc, le Centre de la Terre, c'est un architecte français qui s'appelle Denis Coquart, qui a décidé de faire ce centre qui est à la fois un centre de formation, un restaurant, un riad aussi où on peut habiter, uniquement avec de l'adobe. Donc là, c'est pas stabilisé. Vous voyez, il en a fait plus de 1 million de briques. Et il les a faites seulement dans 3 dimensions. Elles n'ont pas été coupées avec les 3 dimensions. Tout a été calpiné pour tout faire, y compris. Donc, il n'y a pas de bois non plus. La toiture, c'est toujours soit des voûtes, soit des coupoles. C'est vraiment un bâtiment tout à fait remarquable. Et vous voyez, 4700 mètres carrés, c'est aussi quelque chose de très important. Il y a quelques murs qui sont aussi en pisé, mais l'essentiel, c'est de l'adobe. Aménagement intérieur ou extérieur. Là, un autre bâtiment de Martin Rauch avec des éléments préfabriqués sont les bureaux de l'imprimerie Googler en Autriche. C'est un bâtiment que je rêvais de visiter et j'ai eu la chance de le faire il y a à peu près 1 an et j'ai été vraiment bluffée. C'est un bâtiment, vous voyez, qui a été terminé en 2000, donc il a 15 ans. Enfin, quand je l'ai visité, il avait 15 ans, il n'avait pas pris une ride, donc ces photos-là ont été faites après 15 ans. Regardez aussi le travail qu'il a fait là. Sur celui-là, il n'a pas introduit ce qu'il fait souvent, c'est-à-dire des terres de couleurs différentes pour faire des lits différents. Là, il a décidé de mettre des petits bouts de briques pour avoir une couleur rouge qui ressort un petit peu. Il a aussi certains des éléments servent à la ventilation naturelle, voire au chauffage. Et puis, donc, certains éléments sont creux, donc avec une circulation de l'air. Toujours Martin Rauch, mais là avec une technique où il a plus travaillé la surface par les grains, par la taille des grains et aussi la couleur. C'est l'aménagement d'un chalet en Suisse. Donc vous voyez qu'ils ont ouvert la couverture pour pouvoir faire passer les éléments préfabriqués. Et donc il y a à la fois des éléments de murs préfabriqués, mais aussi des éléments pour la cheminée, l'insert et la cheminée. Et c'est porteur sur 3 niveaux. Et au sous-sol, il y a même une salle de bain en pisé, avec des murs en pisé.
Donc ça, c'était quelques exemples d'aménagements intérieurs. Là, c'est des aménagements extérieurs. Bain japonais et four public, c'est au Japon. C'est dans un endroit aussi qui a été très touché par un tsunami. Et ils ont décidé, dans cette biennale de Marugame, de faire ce bâtiment auquel, je crois que c'est 300 bénévoles ont participé. Ils sont venus piser un petit peu, aussi pour retrouver cette ambition collective d'un petit bâtiment. Donc, il sert de bain japonais, il y a un four à pizza et puis un petit coin pour manger ensemble, pour se rencontrer. Quoi de plus naturel, quelque part, que de faire des murs d'urnes ou des murs de cimetière en terre. On y voit à la fois la symbolique des couches du sol, la symbolique aussi, tu retourneras à la poussière. Ça, Martin Rauer en a fait plusieurs, mais celui-là, il a été fait par une consoeur. Ça se trouve aussi en Autriche. Et vous voyez, donc ça, c'est des éléments préfabriqués avec des éléments en creux, et puis ces éléments en acier corten qui viennent fermer les ouvertures. Je vous ai dit que parmi nos catégories, on avait le développement local. C'était très, très important pour nous. On pense, je vous l'ai dit au début, que la terre crue peut offrir une solution pour construire des logements économique et écologique. C'est vrai aussi pour des écoles comme ici. C'est une école qui se trouve en Birmanie, dans l'État Karen. Les Karen, c'est une minorité qui a été poursuivie pendant très très longtemps. Ça se trouve à la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie. Et il y a une jeune paysagiste norvégienne qui vit depuis 8 ans et qui a monté une association qui s'appelle Gvaigvai, avec 2 charpentiers de la communauté, et ils ont construit différents bâtiments, un orphelinat, ce collège, après avoir fait une école, et bien sûr les parents des enfants qui vont dans ce collège y participent. C'est aussi une manière pour eux de permettre à leurs enfants d'avoir une meilleure vie que la leur grâce à l'éducation. Donc là, vous voyez encore un grand chapeau pour protéger les adobes. Là, on se retrouve dans un endroit où il peut faire aussi très froid l'hiver. On est en Afghanistan, dans un parc national. C'est le premier parc national d'Afghanistan, et il y a le pavillon d'accueil, le pavillon des rangers aussi, des gardes forestiers. Et c'est un bâtiment qui a des murs très très épais, qui font à peu près 80 cm d'épaisseur pour avoir conservé la chaleur en hiver. Là, vous voyez, c'est un hypocauste, un chauffage par hypocauste, comme le faisaient déjà les Romains, et puis des cailloux pour accumuler la chaleur. Et ce que vous voyez là, c'est une espèce de ceinture en béton pour les cas de tremblement de terre. Donc, les murs, ils peuvent bouger horizontalement. Ça a été construit par des artisans locaux, bien sûr, comme la plupart de ces projets, dans des pays en voie de développement. Un groupe scolaire Pagnaden, alors c'est un groupe scolaire qui suit le principe Montessori. C'est un groupe scolaire où on enseigne à la fois le thaï et l'anglais. Et il se développe un petit peu à la manière de ces fougères qu'on trouve quelquefois chez les fleuristes, qui ont une espèce un peu comme les cornes des élans. Donc voilà, on part de là et puis on construit un premier bâtiment, un deuxième, un troisième. Et là, c'est l'école pour les plus grands, puisqu'ils ont commencé par la maternelle et puis ils ont monté. Les murs extérieurs sont en adobe, les murs de refend porteurs, eux, sont en pisé, et puis au-dessus, il y a une charpente en bambou. Et ce que vous voyez là, c'est aussi des éléments en bambou, là, pareil pour le tremblement de terre. Un projet en Inde, logement et centre communautaire, fait par une école d'architecture de Linz en Autriche. Et en fait, on est là dans une léproserie,
Et il y a assez peu de professeurs qui veulent venir enseigner dans une léproserie, et c'est pour ça qu'ils ont décidé au moins de leur créer des logements qui soient vastes et agréables et sympathiques pour donner envie à de bons enseignants de venir dans cette communauté. Et puis, il y a aussi à l'étage de ce bâtiment communautaire cette grande terrasse qui est ouverte à tout le monde. Là, c'est en adobe et en bauge, non stabilisé, bien sûr. Ce centre communautaire au Vietnam, vous vous rappelez peut-être, c'est ceux qui ont déjà fait l'autre projet que j'ai présenté au Vietnam avec un jardin en permaculture. Là, on se trouve dans une région un petit peu isolée avec des montagnes, et les fermes étaient très, très éparpillées, ce qui veut dire que c'était assez difficile pour les enfants d'aller à l'école. Et donc, ils ont décidé d'abandonner leur ferme et de créer un village, de se rapprocher. Et dans ce village, d'abord, vous voyez, au départ, il y a eu quelques fermes, et puis après, ils ont fait un bâtiment communautaire, celui que je viens de vous montrer. Ils ont fait aussi une école avec une petite partie bibliothèque. Tout est construit en pisé, et c'était une manière de redonner aussi des activités économiques, puisque c'est une communauté qui a une tradition assez forte au niveau des vêtements, au niveau des bains avec des herbes spéciales, au niveau de la gastronomie aussi. Et donc, ils font un tourisme un peu culturel, et ça leur a donné un essor économique qui a permis aussi à leurs enfants d'avoir une meilleure éducation. Un très joli petit projet pour une école de couture à Niamey au Niger. Là, vous voyez pas encore le grand chapeau parce que le chantier n'est pas tout à fait fini, mais il est arrivé depuis. Et c'est donc un projet en adobe, avec des murs porteurs en adobe, une voûte aussi en adobe. Et ce que vous voyez ici, ce sont des peintures qui sont faites dans cette région du Niger par les femmes, et qui s'enseignent d'une génération de femmes à l'autre. Et ce bâtiment a donné l'occasion de former quelques dizaines de jeunes femmes à cet art des enduits colorés. Il y a dans l'exposition une autre image qui est très, très belle d'une femme en train de préparer cet enduit. Encore un autre projet par une école d'architecture. Celle-là, c'est l'école d'architecture de Munich, un bâtiment en Afrique du Sud, dans un bidonville d'Afrique du Sud. Cette école la TU de Munich a fait déjà une dizaine de bâtiments en Afrique du Sud, dans les townships. Et là, vous voyez, c'est une technique de terre allégée, donc un mélange de paille et terre, plus de paille que terre, là, et puis au-dessus, un enduit. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être, parmi les projets que vous avez vus, qui sont les lauréats. Ils ont été dévoilés le 14 juillet dernier, à la fin du congrès Terra 2016. Donc, le jury a décidé de donner le prix de l'innovation technique à Martin Rauch et à son entreprise Lemton Erde. Là, vous voyez donc sa chaîne de préfabrication. Le prix pour l'habitat individuel a été donné à une maison vernaculaire, à ce que l'architecte, qui est une jeune femme, appelle la maison vernaculaire du XXIe siècle. C'est sa propre maison. Elle est faite avec une technique un petit peu spéciale qui s'appelle le pisé en croûte de chaux. Donc, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, c'est un pisé où il y a un peu de paille et puis donc de la chaux des deux côtés. C'est aussi une région où le pisé, selon cette technique-là, était traditionnel. Et c'est une maison quasiment sans émission de carbone, puisque la plupart des ressources utilisées, c'est-à-dire la paille, la terre, la paille et la terre viennent d'un rayon de 1 kilomètre. La chaux vient d'un petit peu plus loin, mais c'est aussi de l'ordre de quelques kilomètres. Ce bâtiment, qui est un bâtiment très, très spécial. Je peux vous dire que quand on me l'a envoyé, j'étais absolument ravie d'avoir un bâtiment comme celui-là parmi mon palmarès.
Et on a tout de suite écrit à l'architecte en lui disant qu'il fallait absolument qu'il candidate. D'abord, il ne voulait pas, mais on a réussi à le convaincre. Et donc, ce sont des maisons pour les bergers. Donc, il y a une quinzaine de maisons. Et donc, on est dans le désert du Pilbara, au nord de l'Australie, enfin, au nord-ouest de l'Australie. Et normalement, il faut penser que les bergers qui sont là pour rassembler les troupeaux, ils sont dans des cabanes en tôle. Et là, on leur a fait un endroit où, grâce à l'inertie de la terre et puis l'inertie aussi de la dune contre laquelle ils s'adossent, sont extrêmement agréables du point de vue du climat intérieur. Donc, c'est du pisé. Et puis, l'eau provient d'un puits artésien et la terre, c'est de la latérite qui est aussi locale. Donc, bon, c'est certes stabilisé, parce qu'en Australie, ils font rarement autre chose, mais il y a quand même une majorité de produits de matériaux locaux. Dans la catégorie équipement public scolaire, sportif, santé, on a choisi le collège de Païamboué. Donc, on est en France, mais la France de l'autre bout du monde, puisqu'on est en Nouvelle-Calédonie. C'est un bâtiment en pisé. On est au nord de la Nouvelle-Calédonie, dans une région qui est dirigée par des Kanaks, qui est peuplée à 70% par des Kanaks et dont le gouvernement est aussi Kanak depuis quelques années. Et les Kanaks ont un rapport très fort à la fois avec la terre sur laquelle on marche, mais aussi avec la terre-mère, avec la nature. Et donc pour eux, c'était très important d'avoir un bâtiment en terre. Là, vous voyez encore le tas de latérite qui a été utilisé puisqu'on est à nouveau en zone tropicale. Et vous voyez, c'est un bâtiment très, très important puisqu'il fait 5760 mètres carrés. Le pisé a été un peu stabilisé selon les endroits, selon les sollicitations, entre 2 et 6% de ciment. Il y avait des études qui avaient été faites par Cratère qui prouvaient qu'on aurait pu le faire sans ciment, mais le maître d'ouvrage a quand même préféré, pour un premier bâtiment de cette envergure, avoir un petit peu de ciment. Mais l'entreprise est déjà en train de construire d'autres bâtiments. Il y a des parents d'élèves qui avaient envie de faire leur maison aussi en terre. C'est un bâtiment qui a vraiment un impact très, très important sur cette partie nord, cette province nord de Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est le lauréat pour la catégorie équipement public culturel. C'est une bibliothèque communautaire. Là, vous voyez encore un bon chapeau et des bonnes bottes. C'est un bâtiment pisé au Sri Lanka qui se trouve sur une base militaire. En fait, le Sri Lanka a une guerre civile très dure jusqu'en 2009 et il y avait beaucoup de jeunes qui sont rentrés à l'armée ou chez les rebelles à 16 ans, 17 ans et qui sont restés de très nombreuses années à l'armée sans avoir jamais appris un métier. Et donc là, avant de les rendre à la vie civile, ils ont participé à la construction. Il y a une centaine qui ont participé à la construction de ce bâtiment. On leur a appris à faire de la maçonnerie de pierre. On leur a appris à faire des murs en pisé. On leur a aussi appris à faire de la récupération de traverses de chemin de fer pour faire des sols. Et puis, on leur a appris à récupérer des éléments de structure porteurs de hangars en métal pour en faire des poteaux. L'architecte de ce bâtiment-là a travaillé bénévolement. Je trouve que c'est important de le dire, tout simplement parce qu'il voulait faire avancer les choses dans son pays. Marché central de Koudougou, je l'ai évoqué, je crois, tout à l'heure dans la partie plus technique. C'est un bâtiment donc, qui est fait en BTC. Il y a une partie qui est la partie, tout ça, ce sont des échoppes. Et je crois que c'est 900 échoppes et qui, elles, sont couvertes par des voûtes. Et ici, au milieu, c'est une grande halle qui, elle, est couverte par des coupoles. 5 à 12% de ciment selon les endroits, seulement pour la partie à l'extérieur. Et c'est un bâtiment qui a beaucoup changé les choses au Burkina Faso parce qu'il se trouve dans la 3e ville du pays, un marché, c'est un endroit où tout le monde va. Nous avions aussi une catégorie aménagement intérieur. Alors,
pour un prix de l'architecture contemporaine, vous pouvez peut-être être étonné de voir ça, mais en fait, on l'a choisi pour la restauration parce que c'est le premier bâtiment dans un pays arabe où ils ont fait non pas de la climatisation, mais un rafraîchissement par de l'eau fraîche circulant dans des serpentins. Je crois que c'est 17 km de serpentins. Donc il y a une partie réutilisation des adobes anciennes, reconstruction des murs, mais dans l'enduit ou sous l'enduit plutôt, vous avez toute cette circulation d'air combinée avec une pompe à chaleur pour éviter la climatisation. Parmi les aménagements extérieurs, on a choisi quelque chose qui se rapproche un petit peu du Land Art. C'est cet escalier céleste et Cité d'Orient. C'est un bâtiment qui a été conçu et construit avec des ouvriers locaux par un artiste allemand. On est là à l'est de Ouarzazate. Et c'est un endroit, il a fait trois sculptures monumentales. Donc, l'escalier céleste que vous voyez ici, qui est c'est une espèce de tour dans laquelle on monte, où il a habité pendant quelques années. Après, il y a la Cité d'Orion. Donc, ça a bien sûr à voir avec l'astronomie. Puis, il y en a une autre qui ne faisait pas partie de la candidature, qui s'appelle la Spirale. Dans la catégorie du développement local, nous avons choisi la reconstruction d'un village après séisme. C'est le même architecte chinois qui a construit cette maison, cette école sur le plateau de Leuze dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a eu un tremblement de terre, il a fallu qu'ils reconstruisent et ils ont décidé de reconstruire en pisé, mais avec une technique qui permette de réagir de ne pas être détruite en cas de séisme. Donc, ils ont fait des fermes dans lesquelles il y a aussi des chambres d'hôtes. Ils essayent d'être en autonomie énergétique. Il y a à la fois du biogaz, je crois qu'il y a aussi des capteurs solaires. Et là, ils essayent vraiment d'en faire un modèle. Le client, c'était le ministère du Logement et du Développement rural de la Chine. Ils essayent d'en faire un modèle pour d'autres villages. L'architecte Moon Jun fait un travail absolument remarquable. Là, il a été finaliste pour 2 projets, mais en fait, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il a fait des dizaines et des dizaines de projets en Chine, tous aussi intéressants les uns que les autres. Et puis, il y avait une dernière catégorie qui était workshop, puisqu'il y a de plus en plus de workshops qui sont faits autour de la terre crue, où ce sont des gens qui viennent quelquefois des 4 coins du monde qui viennent participer à la construction d'un bâtiment. C'est le cas sur ce campus du SECMOL. On est au Ladakh. C'est aussi un endroit où il peut faire extrêmement froid en hiver et ça a empêché les enfants d'aller à l'école. Et donc, c'est pour ça qu'ils y ont créé aussi un internat pour que les élèves puissent rester sur place. Là, vous voyez la tradition, un petit peu les forteresses qui étaient déjà en pisé. Et c'est une école solaire. Pendant l'année scolaire, c'est ouvert pour les enfants des villages alentours. Et en été, au mois de juillet et août, il y a des étudiants du monde entier qui viennent là pour apprendre à construire de manière bioclimatique, construire en terre crue et aussi construire en utilisant le solaire passif. Nous avons aussi rendu hommage à 5 pionniers. Marcelo Cortés, qui est l'architecte chilien qui a développé ce principe de torchis sur une structure métallique, entre autres. Satprem Maini, qui est un Français qui travaille depuis une trentaine d'années à Auroville et qui a fait, entre autres, cette voûte tout à fait étonnante en BTC d'une portée de plus de 10 mètres. Rick Joy, qui est le pionnier américain d'Amérique du Nord pour la construction en terre, et Limouyal, qui lui est le pionnier marocain, le Maroc étant une terre où on a pendant très longtemps construit en terre, étant un pays où on a très souvent construit en terre et où on continue encore de le faire. Et puis Geung Chinchin, qui était un étudiant
du master de Cratère et qui malheureusement est décédé très jeune sur un chantier. Donc juste pour l'émotion, quelques images de la cérémonie de remise des prix. Donc ça c'est Wang Shu, président de notre jury. Ça c'est Martin Rauch, dont je vous ai souvent parlé. Ça c'est Hugo Huben, un des cofondateurs de Cratère. Ça c'est la jeune architecte qui a gagné le prix de la maison individuelle. Lui, c'est l'artiste allemand qui a construit l'élément de Land Art au Maroc. Ça, c'est eux qui ont fait le fort, l'aménagement intérieur. Ça, c'est la représentante de l'agence australienne qui a fait les maisons des bergers. Ça, ce sont les deux Suisses qui ont construit au Burkina Faso. Ça, c'est l'architecte du SECMOL qui fait un travail absolument extraordinaire. Et ça, c'est Moon Jun et le professeur NG, dont je vous ai montré deux projets. Et ça, c'est Milinda, l'architecte qui a fait cette très belle bibliothèque au Sri Lanka. Ce qui est extraordinaire, on n'aurait jamais imaginé qu'on aurait 357 candidatures. Ensuite, on n'aurait jamais imaginé que je crois que c'est 32 finalistes viendraient des 4 coins du monde le jour où on a remis à la cérémonie et on a eu tous les lauréats sur scène. Quand on a remis le prix, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Et on a fait une rencontre, puisqu'on a présenté aussi l'exposition Archipel à Lyon. Et on avait organisé une rencontre. Et c'était très à la fois drôle et émouvant de voir comment les architectes ils s'expliquaient leur projet. Donc, l'architecte chinois a expliqué son projet à Anna Ehringer. Et on les a tous photographiés devant leur projet. Ça, c'est Louis Picon qui a fait le musée en Alsace. Voilà, alors qui sont les initiateurs du Terra Award ? École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, Cratère, le projet Amaco, représenté ici par Romain, et puis le magazine écologique dont j'ai été pendant 8 ans rédactrice en chef. Et puis, il y a des acteurs de l'exposition proprement dite. Alors ça, c'est notre maître à tous, Patrice Doat, que j'ai aussi évoqué, qui a une manière extraordinaire d'embarquer les gens dans des projets un peu fous. Ça, c'est Laetitia Fontaine, l'autre moitié d'Amaco, sans qui je n'aurais pas pu faire cette exposition, ni même le Terra Award qui m'a apporté un soutien énorme. Et ça, c'est l'adjoint au maire à l'urbanisme de Grenoble qui nous a aussi beaucoup aidés. Je vous ai parlé de Pauline qui a fait les dessins. Voilà, ça c'est Pauline. Et puis ça, c'est Caroline Breton qui a réalisé l'exposition. Et puis Jean-Pierre Duval, l'éditeur du livre. Alors, là, on parlait un petit peu du passé, des finalistes, mais maintenant, il faut voir le futur. Parce qu'on n'a pas fait le Terra Award pour se faire plaisir. On l'a fait pour essayer d'être utile et de faire avancer les choses. Et pour l'inauguration de l'exposition à la plateforme à Grenoble, on a demandé à Pierre Perrard d'Actis, qui est un bailleur social grenoblois, et à Pierre Kermen, qui est un aménageur grenoblois, de poser la première adobe de l'exposition symboliquement. Et puis, pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de réaliser un projet qui s'appelle Terra Nostra. C'est un projet en bois et en terre. Il y a un prototype qui a été fait à Lyon en juillet. Et là, vous voyez la fabrication de ce prototype. C'est de l'habitat social, participatif, en paille, en bois et en terre, réalisé entre autres par des étudiants de l'école d'architecture de Grenoble et des étudiants de l'école d'architecture de Lyon et par les futurs habitants de ces logements. Alors, partenaires du Terra Award, il y a Actis et La Sagesse, dont je viens de vous parler, donc un aménageur, un bailleur social. Il y a un autre bailleur social qui se trouve un autre aménageur qui s'appelle CBO Territoria, qui est à La Réunion, qui a aussi, qu'on arrive petit à petit à convaincre de faire un bâtiment en terre. Et puis, il y a Aquitanis, dont le directeur général est ici et qui a été un très fort soutien du Terra Award. Et je dois dire que pour nous qui avions tellement peu d'argent, on a été un petit peu aidés par les deux ministères, écologie et la culture, avoir comme principaux sponsors des aménageurs et des bailleurs sociaux, ça nous a fait vraiment extrêmement plaisir et ça nous a donné des pistes d'avenir.
Alors, je travaille avec Aquitanis et Bernard Blanc depuis déjà plusieurs années et j'essayais de le convaincre de construire en terre, mais il me disait, nous on pense local, mais on agit local. Donc, il n'y a pas de terre chez nous, donc je ne construirai pas en terre. Et puis, vous avez peut-être remarqué, mais je suis patiente, mais obstinée. Et au bout d'un moment, il m'envoie un mail. En plus, je lui disais toujours, mais regarde la tradition en Aquitaine, il y a des pans de bois, il y a du torchis, donc il y a bien de la terre, il doit y avoir, il y a la ressource. Et puis un jour, il m'envoie un mail en disant, ça y est, on va faire un projet à Biganos et à côté, on a trouvé de l'argile, il y avait une briqueterie, donc ça y est, le projet en terre, il va pouvoir être fait parce que là, ça fait du sens localement. Et donc, on a mis Amaco sur le coup. Romain, tu peux te rapprocher. Et Amaco a regardé un petit peu quelles étaient les entreprises qui étaient dans la région, quelles étaient les possibilités. Et il travaille avec l'entreprise Legré de Gascogne. Il y a eu des formulations de briques par Amaco. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on travaillait sur la granulométrie, on travaillait éventuellement sur des adjuvants si c'est vraiment nécessaire, sur des fibres, quelle est la proportion d'argile, de sable, éventuellement de gravier. Il y a eu une formulation aussi pour la terre coulée. Une autre pour les panneaux, puisque avec la terre, et c'est ça qui est formidable, une des nombreuses choses qui sont formidables, vous pouvez faire des murs, vous pouvez faire des sols, vous pouvez faire des murs avec des briques, vous pouvez faire des murs avec des panneaux, vous pouvez faire de l'enduit, donc ça se prête vraiment à toutes les surfaces. Là, vous voyez, il y a 80% de terre, 20% de fibres, et à droite, 70% de terre et 30% de fibres. Vous voyez que c'est des études qui sont vraiment très scientifiques. Et ça permet de faire des panneaux d'une grande envergure. Et puis, lors du congrès Terra 2016, Amaco avait préparé ça, que je trouvais magnifique. C'était à la fois pour montrer des nouveaux produits, mais c'était tellement bien présenté que c'était presque une installation. Alors, j'ai dit à Romain, écoute, ça serait chouette que tu viennes montrer ça aussi dans notre exposition à Bordeaux. Et je lui laisse la parole. Bonjour à tous. Donc merci Dominique pour cette conférence. Donc moi je suis venu d'abord, c'est Laetitia Fontaine qui a beaucoup organisé tout ce Terra Award, cette exposition, qui est responsable du projet Amaco et qui m'a demandé de venir dire un mot parce qu'elle s'excuse, elle ne pouvait pas venir pour l'occasion. Donc, pour commencer, je voulais dire merci au 308, à toute l'équipe du 308 pour accueillir cette exposition Architecture de Terre d'aujourd'hui qui est faite dans le cadre du Terra Award. Et puis surtout, je voulais nous voulions, c'est pas que moi, dire un immense merci à Dominique, qui est la commissaire de l'exposition et qui est la chef d'orchestre de tout ce Terra Award, parce qu'elle nous a offert un moment inoubliable, un moment historique. Comme elle vous l'a montré, c'était le 14 juillet à Lyon, pendant le congrès mondial Terra 2016, qui se réunit tous les 4 ans, qui réunit des professionnels du monde entier. Et c'était historique parce que ce jour-là, c'était la remise des prix avec le président du jury qui était Wong Shu. Donc ça fait partie des mystères de Dominique. On ne sait pas comment elle a fait pour faire venir Wong Shu à cette occasion en chair et en os. Donc historique parce qu'il y avait 900 spécialistes de la construction en terre du monde entier. Il n'y avait jamais eu autant de monde spécialiste du sujet, venant de tous les continents habités, même de Nouvelle-Calédonie, d'Asie, de partout, qui réunissaient à la fois dans un même espace et dans un même lieu, au même moment, à la fois des universitaires, des acteurs, des constructeurs, et puis à la fois des gens qui travaillent sur le patrimoine et sur le contemporain. Voilà, ça on n'avait jamais vu. Et alors ce qui est curieux, c'est que quand on fait un projet ou quelque chose de bon ou de moyen, soit ça suscite l'indifférence, éventuellement des louanges.
Mais quand on fait quelque chose d'exceptionnel ou quelque chose d'historique, là, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus difficile. Paradoxalement, il y a énormément de barrières, il y a même des boucliers, enfin, c'est humain, mais c'est comme ça. Et donc, je voulais... voilà, il faut se dire que réaliser un Terra Award comme ça, un prix international de l'architecture de terre, ça peut paraître facile, on sélectionne quelques projets exceptionnels et tout ça, mais en fait c'est un travail énorme. Et donc voilà, je voulais surtout remercier toi et Laetitia Fontaine, qui est la deuxième chef d'orchestre de l'ombre de tout ça, parce que vous avez vraiment remué ciel et terre. Donc c'est vraiment un formidable cadeau que vous avez fait à toute l'équipe du cratère, à toute l'équipe d'Amaco, des grands ateliers, etc. Alors, il y a énormément de gens, en fait, c'est pareil, ça ne se voit pas, il y a énormément de gens qui étaient impliqués. Alors, dans l'équipe Amaco, je peux pas citer tout le monde et je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'a fait tout le monde, mais par exemple, il y a Caroline Jabowitz, notre chargée de communication. Elle a quasiment fait que ça. Enfin, ça a été un énorme travail pour elle. Elle était initialement là pour s'occuper de notre site internet. Notre site internet n'a pas bougé quasiment, mais par contre, on a le Terra Award. Voilà, Marion Bizio, aussi de l'équipe, Margot Claire, Basile Cloquet, Nouria Alvarez, Léo Bouliquet, etc. Et puis évidemment Patrice Douat dont Dominique a parlé. C'est le fondateur du cratère, c'est le fondateur des grands ateliers, c'est le fondateur de AECC, qui est l'unité de recherche qui réunit cratère et culture constructive. C'est le fondateur d'Amaco, entre autres. Voilà, donc, et puis, il a beaucoup participé à ce prix. Voilà. Je pense aussi Mathilde et Nicolas Béguin. On n'a pas vu beaucoup de photos de près. C'est eux qui ont fait les 27 trophées en terre crue. C'est des véritables œuvres d'art. Il faut les voir de près. Et j'insiste sur eux deux parce qu'on parle de Martin Rohr. Martin Rohr, évidemment, c'est le génie, le pionnier du pisé. Mais ici, en France, à côté de Martin Rohr, on a deux nouveaux maîtres du pisé qui maîtrisent vraiment la matière et qui, à fleur de peau, ils sont en France. Donc voilà, n'hésitez pas à les solliciter. Ils sont en région Rhône-Alpes si vous voulez faire des beaux projets. Voilà, et puis surtout, je voulais dire merci à la Terre. La Terre, c'est la plus humble des matières. C'est une matière voilà, qui semble très pauvre. Et en fait, c'est grâce à elle que tous ces projets peuvent se faire. Je pense que tous les acteurs, tous les architectes, les constructeurs qui ont fait ces projets, ils sont tous animés par une énergie. Parce que c'est cette terre en fait qui donne cette énergie. Et je pense que toutes les difficultés qui ont été levées par Dominique, par Laetitia, par toute l'équipe, ça vient de là, ça vient de cet amour de la terre qui est vraiment cette matière qui nous anime, qui anime tous les acteurs de la construction en terre. Ce qui est normal, hein, parce que souvent on demande pourquoi construire en terre. Alors, pour plein de raisons écologiques. Pour plein de raisons écologiques, on construit en terre, ça a des avantages. Voilà, ça c'est... Les vendeurs de matériaux en parlent très bien. Mais je pense que ce qui n'est jamais dit, c'est que cette terre, en fait, elle nous donne cette énergie parce que c'est vraiment la matière de l'humanité par excellence. On est des êtres enracinés sur cette terre et qui nous donne cette énergie. Voilà. Donc merci la terre. Et puis, la dernière chose que je voulais dire, oui, voilà, c'était le sens de mon intervention aujourd'hui aussi, c'était parler de cette exposition, de ce Terra Award, du rôle de Cratère, Amaco, Grands Ateliers, etc. Mais aussi de dire qu'aujourd'hui, à côté de ces projets d'exception d'architectes, il y a une nouvelle étape qui est franchie, parce qu'on voit qu'au niveau de l'architecture contemporaine, c'est en train de... Il y a une explosion de projets contemporains depuis plus de 5 ans. On en parlait tout à l'heure, hein, les stars mondiales de l'architecture, 4 prix Pritzker ont construit en terre depuis seulement 5 ans. Donc ça, c'est nouveau. Mais maintenant, il faut passer une nouvelle étape.
parce que la plupart des projets que montre Dominique, hein, pas tous, mais la plupart, c'est des bâtiments individuels. Voilà, et il y a un peu d'ailleurs dans la filière terre, on appelle ça le syndrome de l'enfant unique, c'est-à-dire un architecte par exemple, ou un constructeur se dit « je vais construire un bâtiment en terre ». Et il le fait, il a du mal, il y arrive, mais après il arrête. Parce que c'est tellement difficile qu'il arrête. Voilà. Et ce qui se passe aujourd'hui de vraiment intéressant au niveau national, c'est que justement, comme l'a montré Dominique, et ça c'est nouveau, il y a des bailleurs sociaux. À Quitanis, en particulier, hein, l'aventure continue ici sur territoire, grâce à Bernard Blanc, son directeur, grâce à John Street, hein, chef de projet sur la ZAC de Biganos, puisque le but, c'est au niveau de Biganos, commune du bassin d'Arcachon, de carrément construire 200 logements en terre. Donc c'est pas la même échelle, c'est autre chose. Le but, cette fois, c'est à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une ville, construire une filière. Voilà. Donc c'est pas la même chose, c'est l'échelle supérieure. Hein. On passe de l'échelle du bâtiment à l'échelle du territoire, et c'est ça les enjeux aujourd'hui de la construction en terre. Voilà. Donc en conclusion, ce que je voulais dire, moi j'avais fait une petite conférence l'année dernière, ça s'appelait La terre et les fibres végétales, matériaux de construction du futur. Et ce que nous montre Dominique et toute l'équipe du Terra Award aujourd'hui, c'est que la terre, c'est aujourd'hui le matériau du présent. Voilà. Donc merci beaucoup. Si certains parmi vous le souhaitent, donc avant qu'on se retrouve derrière, au milieu de l'exposition pour prendre un verre, voilà, si certains le souhaitent, donc poser quelques questions à Dominique ou à Romain. On a des micros qui peuvent se promener dans la salle. Ou à Bernard, qui est là. Tu as le malheur d'être à 1 mètre de nous, alors on ne peut pas te cacher. Non, est-ce que quelqu'un a des questions ? À qui est-ce qu'on a donné envie de construire en terre ? Quand même, on a déjà... Alors, Bernard m'a dit de ne pas vous le dire, mais un jour, ils vont faire un workshop à Biganos. Donc là, je vois plein de jeunes qui ont l'air passionnés. Donc, on aura besoin de bras, parce que vous avez compris que pour construire en terre, il faut quand même de l'énergie humaine. Et pour avoir pisé un peu moi-même, ça fait des muscles. Alors, si vous êtes intéressé, vous avez peut-être vu à l'entrée de l'exposition ces 2 documents. N'hésitez pas à les prendre. Dedans, vous verrez la bande dessinée de Pauline qui explique les différentes techniques et qui explique aussi comment vous pouvez tester la terre de votre jardin. Donc, regardez si vous pouvez construire en terre. Ça, c'est un quiz pour les enfants. Donc, si vous avez envie de revenir ici avec vos enfants ou d'envoyer une classe ici, faites-le. Et puis, il y a aussi différents livres. Donc, le catalogue de l'exposition, un magnifique livre fait par Amaco qui s'appelle Bâtir en terre. C'était le catalogue d'une autre exposition qui a été présentée à la Cité des Sciences de la Villette. Et puis, 2 livres sur l'architecture de Martin Rauch. Ça, c'est un livre sur sa maison. Alors là, si vous voulez des détails, comment on construit, comment on fait les banches, qu'est-ce qu'on met dans la mixture, tout est là. Et puis ça, c'est son tout nouveau livre sur d'autres projets. Et tous ces livres-là sont en consultation à l'étage. Donc, n'hésitez pas, jetez-y un œil, faites même des photos. Mon éditeur ne serait pas d'accord, mais photographiez les pages qui vous intéressent. Repartez d'ici avec un maximum d'informations sur la Terre. Et puis, si vous voulez vraiment en savoir plus, allez voir Amaco, allez au Festival Grain d'Isère. L'été prochain, en fin mai, début juin, pour mettre la main à la pâte. Et puis, si vous voulez vraiment en savoir plus, participez au master de Cratère. C'est un enseignement formidable. Merci, à tout à l'heure.